Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc à la une de ce jeudi 21 avril. La fin de la campagne d'euthanasie des bouquetins du massif du Bargy atteints de brucellose serait proche. C'est la Fédération de protection de la nature qui l'annonce dans un communiqué. Le gouvernement ferait donc marche arrière. De nouvelles pistes sont évoquées. Plus de détails dans ce journal. La ville de Chambéry se dote de nouvelles caméras de vidéosurveillance dans son centre-ville. 2 millions d'euros d'investissement. Une décision qui tombe alors que certaines subventions ont baissé. Nous ferons le point sur ce dossier. La manifestation Geneva Health Forum s'est terminée aujourd'hui. Le but, démontrer que l'on peut allier innovation et prix abordable dans le domaine de la santé. Pour la première fois, l'événement a été ouvert au grand public. Nous y étions. Je vous le disais en titre, après 3 ans d'incertitude, la fin de la campagne d'euthanasie des bouquetins du massif du Bargy atteints de brucellose serait proche. Le gouvernement l'a annoncé le 2 avril dernier par la voix de sa secrétaire d'État de la biodiversité, Barbara Pompili. Elle affirme qu'il faut tenter d'autres pistes pour sauver les quelques 300 animaux. Une décision attendue depuis des années par les associations de sauvegarde de la nature. Retour ce soir sur la saga du bouquetin du Bargy avec Emmanuel Jaude. S'agirait-il de l'épilogue de la saga du bouquetin du Bargy? Débutée en avril 2012, c'est la découverte d'une souche d'une bactérie responsable de la brucellose dans le lait d'une vache qui pousse le gouvernement à ordonner, en 2013, l'éradication de tous les bouquetins âgés de plus de 5 ans. Après une première vague de 325 abattages dans le massif du Bargy, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage annonce que la mesure a été contre-productive, accélérant la propagation de la maladie chez les jeunes bouquetins restants. Pourtant, le 7 mai 2015, les tirs reprennent conformément à l'arrêté préfectoral signé quelques jours plus tôt. 70 bêtes séropositives sont abattues alors que des personnalités prennent position. Brigitte Bardot et Nicolas Hulot font pression, amenant Barbara Pompili, secrétaire d'État chargée de la biodiversité, à déclarer le 2 avril dernier réfléchir sur d'autres solutions plus ciblées, ne voulant pas renouveler l'expérience de l'année dernière. Le gouvernement est en train de reconnaître que la méthode employée n'est pas la bonne. Et c'est ce que nous disons, nous, depuis le début de cette affaire. La solution préconisée par les scientifiques qui ont travaillé longuement sur le dossier, c'est d'une part l'euthanasie des animaux séropositifs et d'autre part une campagne de vaccination des animaux sains. En attente d'un protocole précis, il faut désormais finaliser le vaccin pour traiter les quelques 300 animaux qu'il faut aujourd'hui protéger. La population est très dynamique sur le massif du Bargy. Il y a 50 à 60 petits qui naissent par an depuis 3 ans. Et donc c'est une belle population et les 2/3 des animaux sont sains et donc peuvent être protégés. On en revient à des méthodes peut-être un petit peu plus compliquées, mais des méthodes qui ont prouvé leur efficacité. Un travail de plusieurs années, mais qui permettra à terme de réconcilier élevage et faune sauvage dans les pentes du massif du Bargy. La région Auvergne-Rhône-Alpes vient de dévoiler son budget pour l'année 2016 et s'il est un domaine dans lequel la nouvelle région a des atouts, c'est le tourisme. Son budget a été augmenté de 7% pour s'établir à 32,7 millions d'euros. En matière de développement touristique, l'investissement accompagne les efforts de la région dans le cadre de la mise en œuvre du plan montagne destiné à subventionner de manière plus efficace l'immobilier et l'équipement matériel des stations de ski. La ville de Chambéry étoffe son parc de caméras de vidéosurveillance. Il passe de 14 à 31. Un lourd investissement pour l'équipe municipale de Michel Dantin qui a fait le choix de la politique de sécurité dans la suite des Ducs de Savoie. Dès l'année prochaine, tous les services de la police municipale ainsi que les systèmes de vidéosurveillance de l'agglomération seront centralisés dans un grand centre de supervision urbaine. Sébastien Germain nous en dit plus. Elles sont toutes neuves, ultra précises et dotées de la toute dernière technologie. Pour ces 17 nouvelles caméras de vidéosurveillance installées au centre-ville et à Chambéry-le-Haut, l'équipe municipale chambérienne, en place depuis 2014, n'a pas lésiné sur les moyens. Résultat, 220 000 € investis avec une aide de l'État et une augmentation de plus de 120% du nombre de caméras par rapport au parc déjà existant. Nous avons fait en sorte qu'elles soient à des endroits stratégiques, définis non pas par nous mais par la police nationale, puisque pour obtenir une aide de l'État, il faut nécessairement que le référent police nous précise le lieu d'implantation. Les 14 caméras existantes étaient tout à fait insuffisantes. Sans les caméras, le taux de résolution donc, des infractions serait divisé par 2 ou par 3. Et ce n'est pas fini.
Pour soutenir sa politique de sécurité, la ville de Chambéry a décidé de mutualiser tous ses services de police municipale dans des locaux flambant neufs de 1200 mètres carrés. 2 millions d'euros pour un centre de supervision urbaine au sens large qui devrait voir le jour au cours du premier trimestre 2017. Nous avons trouvé donc un coup de chance sur l'avenue des Ducs, l'ancien Intermarché que nous avons racheté. Toutes les communes de l'agglo qui ont des caméras vont vouloir se brancher sur notre centre de supervision urbain, ce qui va permettre de mutualiser le coût des opérateurs. Si on veut en avoir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça nous fait à peu près 18 personnes et il faut pouvoir les financer. Et c'est cette option sécuritaire que regrette aujourd'hui l'opposition de gauche à l'origine de l'installation des premières caméras. Une ville, ça n'est pas un jeu vidéo qu'on suit derrière des écrans avec, comment on appelle ça, joystick. Une ville, c'est un lieu où les habitants, les Chambériens, attendent une présence des élus, une présence effective. Alors maintenant, pourquoi réagir puisque tout est surveillé et tout est sur écran? Je crains que ce soit un facteur de déresponsabilisation de la vie citoyenne. Désormais dotée de 31 caméras de vidéosurveillance, la ville de Chambéry compte en installer une dizaine chaque année d'ici 2020. En bref, aujourd'hui, en début d'après-midi, un glissement de terrain a eu lieu sur les communes de Samoin et Morillon. Plusieurs milliers de mètres cubes de boue et de cailloux se sont détachés de la montagne pour finir leur course dans le lit du Vernet, barrant entièrement le ruisseau ainsi que la circulation de la RD4. L'incident n'a pas fait de victimes, mais une maison est menacée. Une réunion devrait avoir lieu à la mairie de Samoin dans la soirée. Le Geneva Health Forum s'est terminé aujourd'hui. But de cette manifestation, démontrer que l'on peut allier innovation et prix abordables dans le domaine de la santé. La première édition en 2006 avait pour ambition d'être une vitrine internationale des engagements humanitaires des hôpitaux de Genève. Aujourd'hui, les personnes du monde académique y rencontrent les praticiens, les organisations internationales ou encore les Nations Unies. Pour la première fois, l'événement a été ouvert au grand public pour une soirée. Le but, partager le savoir et sensibiliser les jeunes à l'innovation. Julie Marchand s'est rendue à Genève. Un programme qui permet une échographie à distance réalisée par une non-initiée, une application pour créer un dossier médical électronique en ligne et combattre le cancer du col de l'utérus, voici 2 des 60 inventions proposées dans l'hôpital éphémère du Geneva Health Forum. Le thème de cette année, l'innovation abordable et durable. Vous n'avez pas des progrès dans la médecine sans innovation. Donc c'est vraiment un thème absolument central. En sachant aussi que les ressources sont de plus en plus restreintes. Et puis avec des ressources restreintes, vous êtes obligé d'innover et puis de faire mieux et plus avec moins. D'où l'innovation. Pendant 3 jours, 60 à 70 pays y sont représentés. L'occasion de mettre en lumière la différence d'accès aux soins entre les pays développés et en voie de développement. L'occasion aussi de proposer des solutions concrètes. Vous voyez ici dans cet hôpital éphémère la pharmacie où on vous apporte des machines pour détecter les médicaments contrefaits. Ça ne nous arrive pas, nous, ni en Suisse ni en France. Si vous allez dans certains pays d'Afrique, on a eu une conférence d'un Togolais qui nous a expliqué que 30% des médicaments au moins sont des contrefaçons. Mais ces machines à détecter des contrefaçons sont assez sophistiquées. Jusqu'à présent, coûtaient plusieurs centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, on en présente ici à 10 000 euros. Pour tous les innovateurs de cette salle, il est inacceptable que certaines personnes n'aient pas accès aux soins et à l'hygiène. Parfois, les choses les plus basiques ont toute leur importance. L'association EPSA propose d'ailleurs des serviettes hygiéniques lavables. Tout simplement. Une jeune africaine sur 10 ne vont pas à l'école lorsqu'elles ont leurs règles. Et donc c'est un moyen d'éviter l'abandon précoce de l'école suite à des gènes causés par les règles. La tendance est définitivement au télétravail et au partage de données. Mais tous espèrent, à leur manière, développer la médecine de demain. On reste dans le milieu hospitalier avec l'Association pour la visite des malades dans les établissements hospitaliers. Créée en 1953, elle est apolitique et non confessionnelle et regroupe 84 associations départementales, dont celle de la Haute-Savoie. Actuellement, 50 bénévoles se relaient pour visiter chaque jour des personnes malades ainsi que des personnes âgées en EHPAD. Pour devenir bénévole, il faut être majeur et faire une courte formation auprès de la VMEH. L'association qui est d'ailleurs en recherche urgente de bénévoles, en particulier sur les secteurs de Thonon-les-Bains, Saint-Joire, Saint-Julien-en-Genevois et Annecy. Olivia Boisson a rencontré la présidente de l'association. On l'écoute. Nous visitons en priorité les personnes qui n'ont pas ou peu de visites. Ces visites sont organisées bien sûr avec l'équipe soignante,
avec les aides-soignantes, les infirmières, les animatrices dans les EHPAD, ainsi que les psychologues. Nous n'allons pas frapper aux portes comme ça par hasard. Toute cette action d'écoute est organisée, bien sûr, en lien avec l'équipe soignante. Le message, c'est de dire, eh bien, faites-le avec votre cœur. Et puis, ne vous faites pas de mal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas souffrir de faire des visites. Il faut, au contraire, que ça apporte à la personne que vous visitez. C'est le but, bien sûr, avant tout. Mais le bonus, c'est de se faire du bien aussi à soi. Une idée d'excursion en cette fin de journal avec un focus sur la grotte de Dio, au lieu de la spéologie en Haute-Savoie. Située au pied du plateau des Glières, elle accueille depuis près de 100 ans les passionnés et néophytes pour une immersion au cœur des réseaux de rivières souterraines. Un lieu atypique qu'il faut aujourd'hui protéger. Emmanuel Jaude et Clara Robert nous font une petite visite. À quelques pas de Tanglières, de curieux explorateurs partent à la découverte d'une des merveilles naturelles de Haute-Savoie. La grotte de la Dio, dont le réseau souterrain s'étend sur plus de 33 km. Explorée depuis 1930, la cavité continue de séduire. Chaque année, ils sont plusieurs centaines à venir découvrir la spéléo, une activité 4 saisons et beaucoup plus accessible qu'on ne pourrait le penser. Je sais qu'il y a une cascade, qu'il y a une rivière. C'est un peu l'inconnu. Oui. Hein? La première fois que j'irai dans une grotte. Profond, sous terre. En vacances à la maison, et des fois c'est vrai qu'on va toujours loin pour découvrir des choses, des grottes, choses comme ça, et puis il y a des grottes à 5 km de chez nous, on n'y va pas, quoi. Donc du coup c'est bien de connaître un peu son coin, quoi. Ouais. Une visite qui sert également de sensibilisation à la sauvegarde de ce milieu fragile. En réalité, les gens se rendent compte, se rendent compte des réseaux hydrologiques et de leur importance. On se rend compte aussi que les massifs calcaires, ils ne sont pas des filtres. C'est-à-dire que les pollutions sur le haut d'un massif, l'eau elle sort polluée en bas, il n'y a pas de filtre. Les filtres ils se font dans les fonds de vallée, dans les nappes phréatiques, mais sûrement pas dans les massifs calcaires. Et on se rend compte que spécifiquement sur la vallée de la Filière, eh bien, la Filière à Torrent-les-Glières au village, elle est alimentée aux 3/4 par des réseaux souterrains. Donc vous voyez l'importance de ces réseaux souterrains. Avec la fonte des glaces, les rivières souterraines de la grotte de la Dio sont en crue. Si l'accès à des salles reculées en devient plus difficile, le spectacle reste assuré et les souvenirs inoubliables. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la météo de Thierry Paulme. Passez une très belle soirée et à demain.